La veille de Noël, dans notre élégant appartement parisien surplombant la Seine, la table était dressée avec du foie gras, des fromages affinés et des verres de vin rouge de Bourgogne. Moi, Claire, veuve de 68 ans, tentais de dissimuler mon anxiété à l'idée de retrouver mon fils Julien, homme d'affaires prospère à Marseille, arrivé en compagnie de sa femme, Élodie. L'ambiance magnifiée par l'éclat des lumières de la ville et l'arôme des marrons grillés semblait parfaite jusqu'à ce que Julien, d'un ton presque désinvolte, me demande si j'avais bien reçu les 2000 € qu'il m'avait envoyés. Le silence qui s'ensuivit fut pesant, et le regard pâle et tremblant d'Élodie révéla qu'il y avait quelque chose de bien plus profond derrière ce simple virement. Mon cœur s'emballa tandis que j'essayais de masquer la confusion qui s'emparait de moi en cet instant de tension familiale inattendue. Les jours suivants, je ne parvins pas à chasser le doute qui s'installait dans mon esprit. En marchant dans les rues froides de Paris, illuminées par les marchés de Noël, je me souvenais du ton évasif de ma belle-fille et de la hâte avec laquelle Julien avait changé de sujet. En tentant d'éclaircir la situation, je découvris que l'argent n'était jamais arrivé sur mon compte. La révélation me confronta à une douloureuse suspicion. Quelqu'un au sein même de la famille pourrait manipuler ma confiance. Les conversations tendues lors des dîners et les regards échangés entre Julien et Élodie accentuaient le climat de méfiance, transformant ce qui aurait dû être une fête en un champ de mines de secrets et de ressentiments. Mon esprit ne trouvait pas la paix, tandis que les doutes me consumaient lentement, jour après jour, nuit après nuit, d'insomnie. Déterminée à comprendre la vérité, j'ai confronté Élodie dans un café animé de Montparnasse, où l'arôme du café fraîchement torréfié contrastait avec la froideur de notre conversation. Sous la pression, la jeune femme a finalement éclaté en sanglots. Elle a avoué avoir utilisé l'argent pour couvrir une dette personnelle qu'elle cachait à Julien, craignant de ruiner leur mariage. La révélation m'a frappée comme une bombe, me déchirant entre protéger mon fils de la vérité ou exposer la trahison financière de ma belle-fille. La tension a atteint son paroxysme lorsque Julien, méfiant, est entré dans le café et aperçut le climat pesant, exigeant des explications immédiates. Mon cœur se brisait en voyant la famille que j'aimais tant s'effondrer sous mes yeux, tandis que les larmes d'Élodie reflétaient ma propre angoisse et ma profonde déception. Le conflit a ravivé d'anciennes blessures familiales, mais a aussi ouvert la voie à des dialogues qui avaient été étouffés pendant des années. Julien, d'abord furieux, a réalisé que le silence et le mensonge rongeaient plus que la dette elle-même. Moi, avec la maturité que les années m'ont donnée, je suis intervenue pour que mon fils ne détruise pas son mariage la nuit de Noël. Finalement, au milieu du froid piquant de l'hiver parisien et du tintement des cloches de la cathédrale Notre-Dame, notre famille a choisi la franchise et la reconstruction de la confiance. Les cicatrices demeurent, mais le lien aussi, renforcé par la dure vérité. J'ai appris qu'il faut parfois briser pour reconstruire quelque chose de plus solide et de plus vrai. Le pardon n'efface pas le passé, mais il construit un futur où nous pouvons nous regarder dans les yeux, à nouveau, sans masque ni mensonge entre nous. Quand l'argent a exposé le silence de la famille, j'ai réalisé que Noël ne serait plus jamais pareil. Les cadeaux sous le sapin ont perdu de leur importance face au cadeau le plus précieux que nous ayons reçu. Le courage d'affronter nos erreurs. Élodie a demandé pardon non seulement par des mots, mais par des actions concrètes pour réparer le tort causé. Julien a appris que l'amour véritable n'est pas aveugle, mais choisit de voir et d'aimer malgré tout. J'ai découvert qu'être mère signifie parfois être un pont sur des eaux agitées, même lorsque notre propre cœur est blessé. Paris restait belle dehors, avec ses lumières dorées se reflétant dans la Seine. Mais à l'intérieur de la maison, une nouvelle lumière commençait à briller. La lumière de la vérité qui, bien que dure, nous a libérés des ombres du silence. Notre famille a renaît ce Noël-là, plus fragile, mais infiniment plus réelle et unie.
Les semaines qui suivirent furent celles d'une reconstruction minutieuse, comme on restaure une précieuse porcelaine brisée. Élodie commença à travailler pour solder ses dettes et restaurer notre confiance, tandis que Julien apprenait à équilibrer amour et limites dans leur mariage. Je devins non seulement une grand-mère, mais aussi la médiatrice d'une famille qui avait choisi de grandir à travers la douleur. L'appartement parisien retrouva son parfum de petits déjeuners partagés et de conversations sincères. Nous découvrîmes que la vulnérabilité, lorsqu'elle est partagée avec amour, peut être le fondement de relations plus profondes. Les 2000 € furent remboursés, mais la valeur réelle de ce que nous avions vécu était inestimable. J'appris qu'à 68 ans, je pouvais encore être surprise par la capacité humaine au changement et à la rédemption. Notre histoire prouve que certaines tempêtes ne détruisent pas, elles purifient l'air et nous permettent de voir l'horizon avec plus de clarté et une espérance renouvelée. Quelques mois après ce Noël révélateur, notre routine familiale avait trouvé un nouveau rythme, plus honnête et attentionné. Élodie, déterminée à rembourser chaque centime qu'elle avait détourné, avait tenu parole et trouvé un travail à mi-temps dans une galerie d'art du 7e arrondissement. Je l'observais partir chaque matin, enveloppée dans le foulard bleu que Julien lui avait offert, marchant sur la rue de Rivoli avec une détermination que je ne lui connaissais pas auparavant. Les conversations téléphoniques entre nous trois étaient devenues plus fréquentes et plus authentiques, sans les silences gênants qui nous hantaient. Julien visitait Paris plus régulièrement, apportant des fleurs du marché de Marseille et des histoires de ses affaires. Je réalisais que la crise nous avait appris à valoriser la présence de l'autre, transformant des rencontres obligatoires en des moments sincèrement désirés par nous tous. Le printemps est arrivé à Paris, avec son explosion de couleurs dans les jardins du Luxembourg, et je me surprenais à m'y promener avec Élodie le samedi après-midi, chose impensable quelques mois auparavant. Elle me parlait des expositions qu'elle organisait à la galerie, ses yeux brillants d'une passion que je n'avais jamais remarquée. Au cours de ces promenades, nous avons découvert des affinités que le protocole familial précédent n'avait jamais permis de faire émerger. Nous parlions d'art, de la France qui changeait, de ses rêves au-delà de son mariage avec mon fils. Je voyais en elle non seulement l'épouse de Julien, mais une jeune femme qui tentait de construire son identité dans un pays qu'elle apprenait encore à appeler chez elle. Ces conversations m'ont fait réaliser à quel point mes propres préjugés avaient s'étaient créés des barrières inutiles entre nous, empêchant une connexion qui s'épanouissait maintenant naturellement. En été, alors que Paris se vidait et que les touristes prenaient d'assaut la ville, Julien a suggéré que nous passions une semaine ensemble, dans la maison de campagne que j'avais héritée de ma mère, en Provence. La propriété était abandonnée depuis des années, couverte de lierre et avec des fenêtres poussiéreuses qui laissaient à peine entrer la lumière méditerranéenne. Nous avons passé les jours à nettoyer, à organiser et à redécouvrir des souvenirs précieusement gardés dans de vieilles malles. Élodie s'est révélée habile au jardinage, redonnant vie au parterre desséché, tandis que Julien restaurait les volets bleus qui donnaient son charme à la façade. Je cuisinais les recettes de famille que je n'avais pas préparées depuis des décennies, emplissant la maison des arômes de thym et de lavande. C'est durant ces jours simples, loin des pressions de Paris, que nous nous sommes réellement reconnus comme une famille, non par obligation, mais par choix mutuel et amour véritable. L'automne a apporté de nouveaux défis quand Élodie a découvert qu'elle était enceinte. La nouvelle est arrivée par un matin pluvieux d'octobre, quand elle m'a appelée en pleurant, alternant entre joie et panique. Julien était en voyage d'affaires, et elle avait besoin de quelqu'un avec qui partager le mélange d'émotions qui la submergeait. Je me suis précipitée à leur appartement de Belleville, la trouvant assise dans la cuisine, tenant le test de grossesse avec des mains tremblantes. Pour la première fois depuis que nous nous connaissions, elle m'a demandé conseil non pas sur l'argent ou des problèmes pratiques, mais sur des peurs profondes et intimes concernant la maternité. Nous nous sommes assises côte à côte à la petite table de la cuisine, buvant du thé à la camomille
tandis qu'elle me confiait ses insécurités. À cet instant, j'ai réalisé qu'elle ne me voyait plus seulement comme une belle-mère, mais comme la mère expérimentée qui pourrait la guider dans ce nouveau voyage, effrayant mais merveilleux. Quand Julien est rentré de Lyon ce soir-là, il nous a trouvés encore en train de parler, entourés de magazines pour bébés et de notes sur des prénoms français traditionnels. Le sourire qui s'est répandu sur son visage lorsqu'il a appris la grossesse fut l'un des plus purs que j'ai jamais vus de toute ma vie de mère. Il a serré Élodie dans ses bras avec une tendresse qui m'a émue jusqu'aux larmes, murmurant des promesses d'amour et de protection qui ont résonné dans la maison. Plus tard, alors que nous étions tous les trois sur le canapé à planifier notre nouvelle dynamique familiale, j'ai ressenti une profonde gratitude pour toutes les tempêtes que nous avions affrontées ensemble. Elles nous avaient soit menés jusqu'ici, plus unis et préparés à accueillir cette nouvelle vie qui grandissait. L'enfant à venir serait élevé dans une famille qui a appris à valoriser l'honnêteté par-dessus les apparences, l'amour véritable par-dessus les convenances trop sociales. À la veille du premier anniversaire de cette nuit de Noël fatidique, alors que nous dressions de nouveau la table avec les mêmes plats et les mêmes vins, je réfléchissais au voyage extraordinaire que nous avions vécu en famille. Élodie, maintenant enceinte de 6 mois, irradiait une sérénité qui contrastait avec la femme pâle et nerveuse d'1 an auparavant. Julien avait appris à être non seulement un soutien, mais un véritable compagnon, partageant responsabilité et peur avec maturité. Je me découvrais non seulement future grand-mère, mais aussi mentor et amie d'une jeune femme qui avait choisi de grandir à travers ses propres erreurs. L'appartement parisien était redevenu un foyer accueillant, mais désormais chargé d'une authenticité qui n'existait pas avant la crise. Quand la cloche de Notre-Dame a sonné minuit, nous nous sommes serrés dans les bras, sachant que certaines tempêtes, aussi douloureuses soient-elles, sont nécessaires pour nous montrer qui nous sommes vraiment et ce qui compte réellement dans la vie. L'arrivée de la petite Margot en avril a complètement transformé notre dynamique familiale d'une manière que je n'aurais jamais imaginée à 69 ans. Lorsque Julien m'a appelé à 3 heures du matin, la voix nouée par l'émotion, annonçant la naissance de ma petite fille, j'ai senti mon cœur déborder d'une joie que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. J'ai couru à l'hôpital de Montparnasse encore en robe de chambre et en pantoufles, trouvant Élodie épuisée, mais radieuse, tenant dans ses bras un petit être qui allait changer nos vies pour toujours. Margot avait les yeux sombres de son père et la délicatesse des traits de sa mère, mais elle portait quelque chose d'unique, une sérénité qui semblait bénir notre famille blessée d'un nouveau but. J'ai tenu ma première petite fille avec des mains tremblantes d'émotion, murmurant des promesses d'amour inconditionnel, tandis que Julien et Élodie m'observaient avec des sourires fatigués, mais heureux. À ce moment-là, toutes les blessures du passé se sont dissoutes devant la pure innocence de cet enfant qui représentait notre nouveau départ. Les premiers mois avec Margot furent un mélange de chaos adorable et de découvertes constantes pour nous tous. Élodie, qui avait toujours paru si contrôlée et distante, se révéla être une mère dévouée, mais anxieuse, m'appelant à toute heure pour poser des questions sur l'allaitement, le sommeil du bébé ou de simples insécurités que toute jeune mère rencontre. Je devins une présence constante dans leur appartement, aidant lors des nuits difficiles et enseignant des recettes maison pour fortifier la jeune mère. Julien, qui avait toujours été un bourreau de travail, réorganisa complètement son emploi du temps professionnel, refusant les longs voyages pour ne pas manquer les moments précieux avec sa fille. Observer mon fils, changer les couches, avec la même détermination qu'il mettait dans ses présentations d'affaires, me remplit de fierté et de tendresse. La maison qui, 1 an auparavant, vivait sous tension, résonnait maintenant des rires de bébés et des berceuses que je n'avais pas chanté depuis que Julien était enfant. Pendant l'été, nous avons emmené Margot pour la première fois à la maison de Provence, désormais entièrement restaurée et fleurie grâce au travail collectif que nous avions réalisé l'année précédente. Voir ma petite fille dormir paisiblement dans le berceau improvisé sous les oliviers centenaires du jardin
me connectait aux générations passées de femmes de la famille qui avaient aussi élevé leurs enfants dans ce coin de paradis méditerranéen. Élodie était devenue plus confiante en tant que mère, portant Margot dans ses bras, tandis que nous marchions sur les sentiers parfumés de lavande, racontant des histoires sur sa propre enfance en Bretagne. Julien photographiait chaque instant, créant des albums qui dépeignaient non seulement la croissance de Margot, mais aussi notre évolution en tant que famille unie. Les après-midi étaient ponctués par les doux pleurs du bébé et nos conversations sur des projets futurs, des rêves partagés et l'immense gratitude que nous ressentions d'avoir surmonté les tempêtes du passé pour arriver à ce moment de plénitude absolue. À l'automne, lorsque Margot a eu 6 mois, Élodie a pris une décision qui nous a tous surpris. Elle a annoncé qu'elle voulait reprendre ses études en histoire de l'art à la Sorbonne. Elle avait découvert une véritable passion pendant son travail à la galerie et souhaitait approfondir ses connaissances, même en sachant les défis de concilier maternité et études. Julien, d'abord inquiet, s'est vite montré le plus grand promoteur du projet, réorganisant à nouveau sa routine pour assumer plus de responsabilités domestiques. Je me suis immédiatement proposée pour être la nounou officielle de Margot pendant les cours d'Élodie, voyant dans cette opportunité non seulement une aide familiale, mais la chance de créer des liens encore plus profonds avec ma petite fille. L'université était à quelques pâtés de maison de mon appartement, facilitant la logistique qui permettrait à Élodie de poursuivre ses rêves académiques. J'admire son courage de recommencer à 28 ans, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour redécouvrir nos passions et talents cachés. Les mardis et jeudis matins sont devenus spéciaux lorsque j'ai commencé à m'occuper de Margot pendant les cours d'Élodie. Nous avons établi une routine charmante. Après le petit déjeuner, nous marchions jusqu'au jardin du Luxembourg, où Margot observait les pigeons avec une fascination croissante, balbutiant des sons que seule elle comprenait. Je la portais dans mes bras le long des allées arborées, lui racontant des histoires sur Paris, sur sa famille, sur les rêves que j'avais pour elle. Pendant les siestes de l'après-midi, j'en profitais pour préparer des soupes maison et des douceurs traditionnelles qu'Élodie rapporterait chez elle, maintenant vivante, la tradition culinaire qui a traversé les générations. Ces heures intimes avec Margot sont devenues les moments les plus précieux de ma semaine, me rappelant la joie simple d'être utile et aimée. Voir le sourire édenté de ma petite fille quand elle me reconnaissait me donnait une énergie et un but que je pensais avoir perdu en vieillissant. Alors que l'hiver approchait, notre famille avait trouvé un équilibre parfait entre tradition et renouveau. Élodie s'épanouissait dans ses études, ramenant à la maison des discussions passionnées sur l'art de la Renaissance et les mouvements impressionnistes qui enrichissaient nos conversations familiales. Julien avait appris à être un père présent sans sacrifier complètement ses ambitions professionnelles, trouvant dans la paternité une motivation renouvelée pour le succès. Margot grandissait, entourée d'un amour abondant, développant une personnalité joyeuse qui semblait porter le meilleur de nous tous. Je m'étais redécouverte en tant que grand-mère dévouée et pilier familial, rôle que j'embrassais avec gratitude et détermination. Lorsque nous nous réunissions le dimanche pour déjeuner, regardant Margot dans sa chaise haute babiller, en essayant d'attraper des morceaux de pain, je savais que nous avions construit quelque chose de durable et de beau. Notre famille était devenue la preuve vivante que l'amour véritable peut surmonter n'importe quelle tempête, transformant les blessures en sagesse et les conflits en opportunités de croissance commune. Quand Margot a eu 1 an, nous avons organisé une fête dans le jardin de la maison de Provence qui est devenue un jalon dans notre histoire familiale. Nous avons invité des amis proches, des collègues d'Élodie de l'université et quelques clients spéciaux de Julien, transformant notre propriété en un petit festival de joie méditerranéenne. Margot, vêtue d'une robe jaune que j'avais brodée moi-même, rampait parmi les invités avec la confiance d'une petite reine, arrachant des sourires et des commentaires affectueux de tous. Élodie avait organisé chaque détail avec la perfection qu'elle avait découverte dans ses études d'art
créant une décoration qui combinait l'élégance française avec le charme rustique provençal. Julien avait assumé le rôle de chef, préparant des plats régionaux qu'il avait appris avec moi et avec des recettes de famille. Observer ma petite fille souffler sa première bougie, entourée de personnes qui l'aimaient sincèrement, m'a fait réaliser à quel point notre famille s'était agrandie non seulement en nombre, mais en qualité et en profondeur des relations que nous cultivions. La 2e année de vie de Margot a coïncidé avec des changements significatifs pour nous tous. Élodie a obtenu son diplôme avec distinction en histoire de l'art, défendant une thèse sur les influences méditerranéennes dans la peinture française qui a impressionné ses professeurs et lui a ouvert les portes d'un master dans la même université. Julien, inspiré par l'exemple de détermination de son épouse, a décidé d'étendre ses activités pour inclure des galeries spécialisées dans l'art contemporain, combinant son expertise commerciale avec la passion artistique qu'Élodie avait éveillée en lui. Moi, à 71 ans, je me suis retrouvée à jouer un rôle encore plus actif dans l'éducation de Margot, qui parlait déjà des mots en français et en portugais, créant un mélange linguistique charmant qui reflétait notre diversité familiale. La petite fille montrait des signes précoces d'intelligence artistique, dessinant des gribouillis qu'Élodie interprétait comme des tentatives de reproduire les œuvres qu'elle voyait dans les livres. Notre routine s'était établie sur un rythme harmonieux, où chacun contribuait selon ses capacités et sa disponibilité. C'est pendant le rigoureux hiver parisien que nous avons affronté notre premier grand défi en tant que famille renouvelée. Margot a développé une pneumonie qui nous a laissé paniquer pendant 2 semaines, angoissante à l'hôpital pour enfants. J'ai pratiquement emménagé dans sa chambre, alternant avec Élodie les soins nocturnes, tandis que Julien annulait des engagements importants pour être présent à chaque consultation médicale. Voir ma petite fille, si petite et fragile, connectée à des appareils et pleurant doucement de douleur, a mis à l'épreuve notre foi et notre union comme jamais auparavant. Élodie a fait preuve d'une force maternelle qui m'a profondément fière, restant calme et déterminée, même dans les moments les plus désespérés. Julien a révélé une vulnérabilité touchante, dormant sur une chaise inconfortable pendant des nuits entières, murmurant des histoires à sa fille, même lorsqu'elle était sous sédatif. Lorsque Margot s'est finalement rétablie et que nous sommes rentrés à la maison, notre gratitude était si intense que nous nous sommes étreints en pleurant, sachant que nous avions traversé ensemble une autre tempête qui nous a fortifiés au lieu de nous séparer. Le printemps a apporté un renouveau littéral et figuratif à notre famille. Margot, maintenant complètement rétablie, montrait une énergie contagieuse qui transformait chaque jour en une aventure de découverte. Elle avait commencé à former des phrases complètes, mélangeant le français avec quelques mots en portugais que je lui enseignais pendant nos après-midi ensemble. Élodie a commencé son master avec un enthousiasme renouvelé, choisissant de faire des recherches sur l'art comme instrument de guérison et de résilience familiale, un thème inspiré par notre propre expérience. Julien a ouvert sa première galerie dans le Marais, un espace élégant qui est rapidement devenu une référence pour les jeunes artistes émergents. J'ai découvert une passion tardive pour la photographie, documentant chaque moment spécial de Margot et créant des albums qui racontaient l'histoire visuelle de notre famille reconstruite. Les week-ends en Provence sont devenus sacrés, des moments où nous nous déconnections du monde extérieur pour nous reconnecter les uns aux autres, cultivant des traditions que Margot transmettrait aux générations futures. Alors que Margot approchait de ses 3 ans, sa personnalité unique se définissait avec une clarté croissante. Elle faisait preuve d'une curiosité insatiable pour le monde qui l'entourait, posant des questions qui nous laissaient souvent sans réponse et nous forçaient à voir la vie à travers ses yeux innocents mais perspicaces. Pendant nos promenades dans les rues de Paris, elle observait tout avec une attention scientifique, ramassant des feuilles, des pierres intéressantes et même des débris colorés qu'elle considérait comme des trésors dignes d'être préservés.
Élodie canalisait cette curiosité naturelle à travers des activités artistiques, enseignant à Margot des techniques de base de peinture et de dessin que la petite absorbait avec une facilité surprenante. Julien a découvert qu'être père signifiait redécouvrir la magie des petites choses, de l'observation des fourmis au travail au comptage des étoiles dans le ciel de Provence. Je me délectais d'être la grand-mère qui connaissait des histoires infinies, des recettes secrètes, et avait un temps illimité pour répondre aux 1000 questions quotidiennes que seule une enfant de 3 ans peut formuler avec autant de créativité et de persévérance adorable. Pour le 4e anniversaire de notre crise familiale de Noël, nous nous sommes à nouveau réunis autour de la même table parisienne, mais elle était désormais agrandie pour accueillir la chaise haute spéciale de Margot et décorée de dessins qu'elle avait elle-même créés pour l'occasion. Le contraste entre cette nuit tendue de révélation et cette célébration d'amour et d'union était si frappant que nous n'avons pu éviter les commentaires nostalgiques sur notre parcours. Élodie, maintenant confiante et épanouie en tant que mère et universitaire, a trinqué avec nous, remerciant pour la crise qui, paradoxalement, avait sauvé notre famille, en nous forçant à affronter des vérités douloureuses. Julien a avoué que ce moment de confrontation avait été le meilleur cadeau qu'il ait reçu, car il lui avait appris à valoriser les relations authentiques au-delà des apparences sociales. Margot, évidemment inconsciente du poids émotionnel du moment, mais sensible à l'atmosphère de joie, battait des mains et chantait des chansons qu'elle inventait spontanément. Je regardais autour de la table, voyant des visages que j'aimais profondément, sachant que notre famille était devenue quelque chose de beau et de durable, grâce au courage d'affronter nos défauts et de choisir l'amour véritable par-dessus tout.